Pourquoi ai-je mis autant de temps pour créer mon podcast ? Quelle est cette résistance intérieure qui m'a retenue tout ce temps-là ? Est-ce que le temps que j'ai pris pour la publication de ce podcast, ainsi que mon identité sud-asiatique, sont intimement liés entre eux ? Plus généralement, qu'est-ce qui nous retient de créer et d'entreprendre quand on est issu de la communauté sud-asiatique en France ? Vous écoutez le premier épisode de Ni ton hindou, ni ton pack-pack. Pour ce premier épisode, je vais introduire plusieurs éléments essentiels pour bien comprendre de quoi il s'agit. Je vais me présenter, puis je vais présenter de qui je parle, et ensuite expliquer le choix de ce titre. Alors, si on prend la définition de l'Asie du Sud d'un point de vue géographique, elle comprend l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, l'Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka, ainsi que Tamil Eelam. Et j'y associe la notion de diaspora indienne, c'est-à-dire les personnes qui partagent les bases d'un héritage commun, une descendance. On peut ne pas être indien ou indienne, mais les Sud-Asiatiques partagent de nombreux aspects historiques, culturels et traditionnels avec l'Inde. D'où l'inclusion des personnes vivant sur l'île Maurice, en Guadeloupe, en Guyane, l'île de la Réunion, en Martinique, la Malaisie, Singapour, qui ont connu des mouvements migratoires depuis l'Inde bien avant l'époque coloniale. Moi, c'est Poulan Devi. Je suis française d'origine indienne et je me questionne depuis la nuit des temps sur des thématiques telles que les identités sud-asiatiques en France, qui sommes-nous et que faisons-nous, mais surtout où sommes-nous, à part à la gare du Nord. Je me questionne également sur les rapports sociaux de genre, c'est-à-dire les diverses représentations sociales et les inégalités de genre concernant les femmes, les hommes et les personnes non-binaires, grossièrement et brièvement sur des questions comme pourquoi une femme doit toujours être apprêtée, maquillée, alors qu'un homme n'aurait pas besoin de faire ces efforts esthétiques pour être accepté dans la société. Et j'ai aussi ce genre de questions du type lors de mariage dans les foyers sud-asiatiques, pourquoi c'est la femme qui doit quitter son domicile familial et pas l'homme ? Voilà, ce genre de choses. Les discussions sur le genre sont bien plus larges et diverses. Cette analyse est quotidienne chez moi. Le genre, c'est un outil d'analyse. On utilise souvent le terme de lunettes de genre. Elles permettent de déceler les inégalités et les discriminations. J'applique donc également cette approche pour analyser le contexte sud-asiatique et on a quand même pas mal de choses ancrées en nous. Partie du constat que la communauté sud-asiatique est invisible en France et très peu présente dans les sphères militantes, j'ai lancé un compte Instagram, Poulan Devi, où je dénonce certaines formes d'oppression que nous pouvons subir de manière externe en France, mais également interne dans nos propres foyers. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune plateforme qui parle de nous, en français, et de là m'est venue l'idée de créer ce podcast à travers lequel la communauté sud-asiatique pourrait s'identifier et bâtir un espace d'échange, mais également un endroit où l'on pourrait mettre en lumière des sujets qui nécessitent toute notre attention et mettre le doigt sur des sujets sensibles. Et ça, moi, j'aime bien. Parce que c'est gênant, c'est inconfortable de réfléchir aux sujets sensibles. Du coup, quitte à le faire ensemble, je vous embarque avec moi. Ni ton hindou, ni ton pack-pack est un podcast qui s'adresse aux personnes issues de la diaspora d'Asie du Sud, francophones et ou vivant en France. Je pense que le podcast peut aussi s'adresser aux Belges ou encore aux personnes vivant au Québec, mais pas que. Ni ton hindou, ni ton pack-pack, c'est aussi un podcast qui s'adresse aux personnes non issues de la diaspora afin de s'informer, de mieux se connaître, de déconstruire les clichés, les stéréotypes racistes et de découvrir une facette plus intime et réaliste. Si ce podcast s'adresse à une population identifiée et spécifique, il est tout de même susceptible d'intéresser un plus large audimat. Pourquoi ce titre-là ? Si vous me suivez sur Insta, ni ton hindou ni ton pack-pack, c'était déjà mon slogan sur mon profil, en signe de protestation contre les insultes racistes et les généralités qui pèsent sur la communauté sud-asiatique. Très souvent, on fait un énorme raccourci en nous appelant hindou, qui relève d'une croyance à l'hindouisme. Puis il y a pack-pack ou paki, un diminutif de pakistanais. Si les deux termes nous généralisent, le terme paki, lui, est intentionnellement raciste. En Angleterre, ce terme était utilisé par un gang d'extrême droite qui attaquait toute personne pouvant s'apparenter à une personne sud-asiatique.
Certes, c'est une histoire propre à l'Angleterre, car en France il n'y a pas eu de Paki bashing, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu ce genre d'événement en France qu'on peut utiliser ce terme. L'utiliser continue de véhiculer le côté péjoratif et le côté raciste qu'il y a derrière et les préjugés à l'égard des Sud-Asiatiques. Et il y a 2 mois, lorsque j'ai enclenché tout le travail de création de ce podcast, je me suis retrouvée face à un dilemme, c'est-à-dire que je ne voulais pas utiliser ce slogan-là, en titre du podcast, pour la simple et bonne raison que je voulais donner une image optimiste, un titre poétique, pas une image de colère ou de souffrance. Mon brainstorming a émulé en un bon nombre de titres au grand désespoir de mes amis, mais les résultats n'étaient pas assez représentatifs, pas assez compréhensibles ou pas assez inclusifs. Et je me suis rendu compte qu'il était difficile de trouver un titre rassembleur. En fait, on ne nous nomme pas dans la société française, et quand on le fait, c'est à tort. En France, on ne nous reconnaît pas en tant qu'asiatiques. Les asiatiques eux-mêmes nous incluent pas dans cette catégorie. J'ai toujours dit qu'à l'école, dès le plus jeune âge, on apprend qu'il y a 5 continents, l'Asie en fait partie, alors je suis asiatique. Point barre. Enfin, ça me semblait être aussi simple que ça. Et je me souviens qu'une professeure m'avait déjà dit « Ah, mais tu n'es pas asiatique, toi, tu es indienne. » Ok. Alors comme ça, autrui sait mieux ce que je suis, et a le droit de me corriger sur mon identité. Bon. Pour éviter de tomber dans des titres clichés qui évoqueraient des voyages en terre inconnue ou la cuisine indienne, j'ai décidé de revenir à la source, qui est cette colère contre cette invisibilisation des Sud-Asiatiques, et j'ai opté pour ce titre-là. Ce titre, c'est aussi pour se demander que faire quand on n'est ni hindou, ni pakistanais, mais également que faire quand on est pakistanais et hindou. Pouvez-vous me citer 5 personnalités sud-asiatiques, françaises ou francophones, connues, ou qui l'ont été? Merci de ne pas tricher, mais enfin même en trichant on n'irait pas très loin. Alors il y a Vikesh Dorasu, le footballeur d'origine indienne et mauricienne. Il a notamment joué pour le Paris Saint-Germain. Puis il y a Satya Oblet, le mannequin révélé dans les années 2000 par Jean-Paul Gaultier. Il est indien et il provient de la ville de Pondichéry. Puis qui encore? 2 hommes à mon actif et 0 femme. Bon, on va pas chercher longtemps. Un rapide tour sur les réseaux sociaux m'a permis de voir, certes existantes, mais une très faible proportion de personnes sud-asiatiques et qui créent du contenu. Et dans les catégories qui reviennent, il y a du contenu qui traite de l'apparence, du contenu humoristique et artistique. L'art est parfois utilisé comme un médium pour dénoncer certaines injustices, telles que le racisme, le colorisme notamment, ou le sexisme. Mais tous ces contenus ne nous permettent toujours pas de parler de communautés sud-asiatiques reconnues à l'échelle nationale. Les domaines pour lesquels on est connu sont la cuisine, l'hindouisme, le yoga, l'aspect de la spiritualité, les documentaires sur la pauvreté du sous-continent, le cinéma indien et spécifiquement celui de Bollywood, qui n'est bien évidemment pas représentatif et assez généralisateur. Qu'en est-il des autres domaines tels que la politique, l'écologie, le féminisme, les médias, la littérature, le cinéma, autre que Bollywood? J'ai mentionné Vikesh Dorasu, il a été candidat aux élections municipales à Paris et il a parrainé l'association Paris Food Gay, un mouvement luttant contre l'homophobie et toute autre forme de discrimination dans le sport. Mais enfin, et du coup je me questionne beaucoup sur comment grandir dans une société qui reflète très mal votre culture et qui vous impose surtout son point de vue, eurocentré, une société qui vous exotise ainsi que vos origines, vos pratiques culturelles, et qui idéalise les côtés positifs tels que la spiritualité, le yoga, la cuisine. Et d'un autre côté, une société qui nous misérabilise. Si vous regardez les documentaires, déjà, on n'apparaît que dans des documentaires, donc nous serions un bon sujet à étudier apparemment, mais soit. Après, il y a certains documentaires, je trouve, qui sont bien faits et parfois utiles. Ici, je questionne l'obsession qu'il y a pour la pauvreté en Inde, notamment, et je me demande pourquoi il y a tant de documentaires sur l'Inde pauvre. Certes, c'est une situation non négligeable, mais pourquoi autant, quoi? Et aujourd'hui, qui ne vous a jamais évoqué la pauvreté des pays sud-asiatiques quand vous aviez juste mentionné votre pays d'origine? Je trouve que, de fait, ça instaure une domination, un sentiment d'infériorité, ce côté pauvre versus riche.
Et en sujets qui reviennent, ce sont les viols, la problématique des violences sexuelles et les mariages qui existent en Inde. Donc, quelqu'un qui regarde ce genre de documentaire comprend qu'en Inde, la pauvreté est frappante, les viols sont courants, et aussi qu'on se marie forcément de manière arrangée, et puis aussi qu'on est toutes et tous hindous. Ici, je ne remets pas en question la véracité des sujets, tout cela existe, et on est bien au courant, mais malheureusement, ceci participe au renforcement de préjugés et stéréotypes dans l'imaginaire collectif. Je vois souvent passer des commentaires sur des blogs voyage par exemple, des femmes qui disent avoir peur d'aller en Inde à cause des viols. Et il n'est certainement pas question d'invalider les sentiments ni les émotions de qui que ce soit, mais je me demande simplement comment on en vient à avoir de la peur quand on n'est jamais allé dans un pays. La peur se crée bien à partir d'informations que notre cerveau associe, donc notamment à travers ce que l'on regarde et ce que l'on lit. De plus, les expériences sont très différentes en fonction de votre couleur, de votre sexe et de votre genre, donc il est important de nuancer ce que l'on intègre, mais pour cela, encore faut-il que ce que l'on nous offre soit nuancé. Et le plus douloureux, je trouve que c'est lorsque vous-même, en tant que Sud-Asiatique, en venez à rejeter votre culture victime de représentations malsaines. Donc, merci à la télévision européenne de nous rabâcher ces sujets, qui nous poussent parfois à devoir se justifier. Ces documentaires suscitent des questions de la part de nos amis non sud-asiatiques, par exemple, des questions qui peuvent être gênantes du type mais t'as pas peur d'aller en Inde à cause des viols? Enfin, moi j'ai envie de vous dire, j'ai déjà peur en France en fait. Donc, c'est pas une peur spécifique à sa localité géographique, mais c'est plutôt lié à ma condition féminine en fait. On nous fait observer nos cultures, nos pays, nos traditions à travers les yeux d'Européens, une vision occidentale mais qui est parfois très déconnectée. Moi je suis née dans les années 90 et je me rends compte que les personnes qui sont nées bien après moi, dans les années 2000, sont encore confrontées au même manque de respect, au manque de culture ou l'ignorance que j'ai connue, comme la question « Es-tu d'origine hindoue ?» Mais également au racisme, avec les phrases suivantes « Pour une indienne t'es belle » ou la phrase « Les hommes indiens sont moches, personnellement j'en ai jamais vu des beaux ». Ok, donc dès notre plus jeune âge, quelle idée de la beauté se fait-on lorsqu'on doit entendre ce genre de propos, au quotidien? Cela ne créerait-il pas un sentiment de rejet de votre propre identité par hasard? Et également ce besoin si absurde de devoir se conformer aux standards de beauté qui vous entourent, soit occidentaux, le nez fin, le teint clair, la peau lisse, sans imperfection, imberbe et mince pour les filles, poilu et musculaire pour les garçons. Donc, mon constat sur ce racisme envers les Sud-Asiatiques, c'est qu'il se perpétue. Et ce qui est davantage triste, c'est que les personnes concernées ne se sentent toujours pas légitimes de prendre la parole ouvertement pour dénoncer ce racisme. Je me souviens que je passais déjà mon temps à expliquer et à déconstruire les compréhensions des personnes dès l'école primaire. Savoir faire la différence entre hindou et indien, dissocier le poté, le bindi, le point rouge du front du statut de la femme mariée, et ça je le faisais déjà il y a 20 ans. Et je n'étais sûrement pas la seule, vous aussi vous avez dû le faire. Et résultat, on continue de le faire. Et ce racisme invisible et difficile à dénoncer a marqué de nombreuses vies. Moi j'étais dans la rébellion complète et dans une souffrance sans nom quand je me prenais des remarques racistes, car je ne savais pas comment réagir face à ces mots violents. Une fois j'ai avoué à ma mère qu'on m'avait dit à l'école « De toute façon, vous mangez avec les mains et vous sentez le curry, c'est dégueulasse ». Ma mère n'avait pas attendu 1 minute pour faire convoquer les parents de ma camarade, ma prof principale, pour en parler. J'avais du mal à comprendre. Et surtout, on n'avait pas une seule fois utilisé le terme racisme durant la conversation. Mais en vrai, oui, on mange avec les mains, et on peut sentir les épices, car on en utilise beaucoup. Mais le fait de me dissocier et de me rendre différente m'avait fait du mal ce jour-là. Je sais que ce racisme subi à l'école, notre confiance en soi, notre capacité à dénoncer, à s'assumer, notre estime de soi, ont dû également prendre un gros coup. Mais contrairement à mon époque, je trouve que la volonté de s'exprimer sur ces sujets commence à naître. Grâce aux réseaux sociaux, des jeunes personnes issues des communautés sud-asiatiques prennent la parole, timidement,
mais ils prennent la parole sur le racisme. Je vais plutôt tout simplement s'attarder sur le fait des désirs. Tout simplement les insultes qu'on reçoit qu'en étant petit, qu'en étant au lycée, qu'on reçoit toujours, et carrément même nos parents ne pouvant recevoir. Donc quels sont ces mots? De tout premier, vous savez tous, c'est pac-pac, paki, marron chaud, fendeur de maïs. En fait, les Sri et les Indiens du collège, c'était des personnes qu'on mettait pas du tout en valeur. Attention, on leur accordait rien. Enfin si, on leur accordait de l'attention peut-être quand il y avait les contrôles et qu'il fallait copier sur quelqu'un. Forcément, c'était peut-être les bonnes têtes. Mais après ça, voilà, on n'avait pas énormément de valeur. On n'était pas écouté. On était, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a que ce mot qui revient. On était invisible, quoi. Et en plus de ça, quand on nous parlait, c'était pour nous insulter en général. Forcément, les pac-pac, poundé, tête de cacahuètes grillées, tupulcuri et compagnie, on était vraiment sujet à la critique, on était les boucs émissaires, quoi. On me dit souvent que oui, maintenant ça a changé, on voyage, on est ouvert. En fait, non. Comment dire? En fait, s'il y avait plus de racisme, je ne ferais pas ce podcast. Mais ce que je constate, c'est que nos efforts n'ont jamais pris, en fait, ou peu en réalité. J'ai le sentiment qu'on n'est pas pris au sérieux. Comment peut-on expliquer ce phénomène? L'absence de positionnement fort de la communauté sud-asiatique et ce racisme sont forcément liés, vu qu'il n'y a aucun travail collectif de masse de la part de notre communauté sud-asiatique. Ce n'est pas avec 5 vidéos sur YouTube et 4 comptes Instagram que l'on va arrêter de recevoir des insultes racistes. Mais c'est un début, et on peut encourager les personnes qui le font, même si le militantisme et l'activisme ne sont pas leur objectif. Mais prenons alors un temps pour se demander si l'on fait toujours ce travail de déconstruction ou de positionnement lorsqu'on est confronté à l'école, au travail, entre amis. Si parfois nous arrivons à exprimer notre mécontentement, il nous arrive plus souvent de laisser passer des blagues insultantes, des remarques à l'égard de la communauté, des généralisations, des clichés, des stéréotypes. En somme, du racisme ordinaire, celui du quotidien quoi. Et c'est complètement légitime et normal comme attitude. Dans la société française où il est difficile de discuter du racisme sans en offusquer plus d'un et d'une, et où l'on peut se prendre en pleine face « Oh, il faut arrêter de voir le racisme partout », je reconnais que cela est difficile. Il est donc compréhensible que par moments on n'a pas l'énergie, le temps, l'envie, ni la santé mentale pour engager une discussion de déconstruction. Et on a raison de se protéger mentalement, vous ne devez rien à personne. Puis combattre le racisme n'est pas qu'une histoire de répartie. Il faut avoir la capacité d'agir face au racisme. Lorsqu'on reconnaît une situation de racisme, elle crée un mélange d'émotions en nous, mais que répondre à une telle remarque? Sommes-nous toutes et tous formés? Bien évidemment que non. Et puis il y a surtout cette capacité à reconnaître ce que le racisme est et comment il peut se manifester. Peut-être qu'on ne vous a jamais dit « sale indien » au pif. Mais on vous a peut-être dit « oui, mais en vrai tu viens d'où ?» Ou on vous a dit « tu t'es vraiment lavé là parce que t'es toujours sale ?» Ou alors on vous a dit « ah, c'est ta musique, allez danse !» en soirée. Ou alors la phrase « est-ce que tu sais danser Bollywood ?» C'est la pire phrase ridicule en fait, pas blessante, mais ridicule. Et ces phrases sont ce que l'on appelle des micro-agressions. À ce stade, il est important de souligner que ces micro-agressions ne sont pas toujours dans l'intention méchante ou haineuse, et ce racisme ordinaire peut se manifester sous différentes formes, et notamment sous forme de compliments, tels que « pour une indienne, t'es vraiment belle ». Oui. Donc en gros, d'habitude, les indiennes sont moches, mais toi, t'es pas comme les autres. Et ceci fonctionne avec les garçons aussi. Ou alors, ah, tu maîtrises bien la langue française? Bah, comment dire? Que ça fait maintenant 29 ans, que je suis née en France, et je ne vois pas comment je ne peux pas maîtriser cette langue que j'utilise et que j'entends tous les jours. Ou alors, cette phrase-là. Salut, j'adore l'Inde! C'était l'approche d'une personne inconnue en soirée. Oh, ça m'avait gavé! Et j'étais là, bah, c'est bien, c'est cool pour toi, enfin, tu voulais que je te dise quoi, enfin, bref. Et en fait, quand on reçoit un compliment, on serait censé remercier la personne,
mais aussi être flatté. En fait, c'est comme ça qu'on laisse passer sans s'en rendre compte de la nature du propos, ce fameux racisme ordinaire, qui est pourtant bien présent, mais les pistes sont brouillées. Et vu qu'il est subtil, c'est assez difficile de le repérer. Mais rassurez-vous, il n'est pas impossible. Avec la pratique, on y arrive. Certaines personnes pensent être bienveillantes avec de tels propos et ne soupçonnent pas l'effet que cela pourrait produire en vous. De plus, il n'est pas toujours facile d'aller à l'encontre de ces soi-disant compliments, car l'intention initiale sera défendue de bonne. Mais vous noterez que la bonne intention n'a jamais été gage de bonne action. Les personnes racistes ne sont pas toutes violentes ou méchantes. Parfois, elles nous veulent du bien. Parfois, ces personnes sont nos amis, des membres de notre famille. Ou parfois, ces personnes, c'est nous. C'est fort ce que je dis là. Et je le dis pour enclencher le processus de déconstruction de nos préjugés qui sont racistes. De nos raisonnements qui, eux, sont racistes. Aujourd'hui, on a une image d'une personne raciste comme une personne inhumaine, odieuse, horrible, etc. Mais en fait, il existe une diversité de profils, et le racisme et la gentillesse ne sont pas incompatibles. Mais être raciste n'est pas un trait de caractère figé. Ce caractère se démonte et se déconstruit. On est choqué quand on nous dit qu'on est raciste, mais pas choqué de faire des choses racistes. Wait, what? Le racisme ordinaire émane très souvent de l'association, sans réflexion préliminaire, de plusieurs éléments négatifs, tels qu'un préjugé ou un stéréotype, avec votre couleur de peau, votre origine ou votre culture en tant que groupe d'individus. Et je rejoins cette phrase que Rokhaya Diallo a prononcée sur un plateau télé. On a tendance à imaginer que notre couleur de peau détermine notre culture. Je trouve ici que c'est important de faire le parallèle avec les personnes adoptées, et qui n'ont pas toujours un lien évident ou facile avec leur culture d'origine. Mais alors, comment faire lorsqu'on vit dans une société qui considère ses citoyens et citoyennes égaux et égales, que le racisme n'existe pas, que la différence de couleur n'existe pas, c'est ce que l'on appelle le daltonisme racial ou color blindness en anglais, et pour certains c'est un sujet d'actualité ou une polémique. Mais en fait, pour les racisés, le racisme, c'est toute l'année les gars. Donc reconnaissons-le, c'est un fait. Nous avons grandi avec ces idéaux et on les a intégrés dès l'école, sauf qu'ils ne s'appliquent pas à nous. Parce qu'on est différents et différentes, et on n'est très certainement pas égaux. Liberté, égalité, fraternité, ça n'a pas de sens en fait. Et avec tout ça, il est donc évident qu'il existe des personnes non blanches, ici des Sud-Asiatiques, qui ne voient pas leur vraie couleur, leur différence. Et je vous avoue honteusement, mais honnêtement, que dans mon plus jeune âge, je pensais être blanche, ou plutôt comme les autres, comme dans une espèce de neutralité. Comme je ne voyais personne qui me ressemblait, à part à la maison, je m'identifiais à ce que je voyais autour de moi en fait. Et je ne voyais pas ma propre couleur. Et j'avoue que je m'identifiais un peu à Mel B des Spice Girls, qui était la seule personne de couleur du groupe. La réalisation du contraire vous fait perdre tous vos repères. C'est assez chamboulant. J'ai eu honte d'avoir pensé comme ça, et quand j'ai essayé de comprendre pourquoi je pensais comme ça, je me suis rendu compte que tout avait participé, dans mon entourage familial, à l'école, dans les livres, mes amis, à la télé, en somme, la société, quoi. Il y a un réel manque de représentation. Travailler sur soi, comprendre qu'on est différent, je trouve que c'est un mal pour un bien. Et du coup, travailler sur soi, se déconstruire, etc., certes c'est difficile, mais c'est un mal pour un bien. Par exemple, chez moi, elle a favorisé ma soif d'apprendre et d'étudier comment fonctionne le racisme au sein d'une société sous toutes ses formes. J'ai eu ce déclic de dénoncer ce qui ne va pas dans la société. En fait, je ne pouvais plus continuer de me plaindre sans agir en parallèle. Et cette conscientisation n'est pas innée. Elle nécessite d'aller chercher de l'information, de lire, de discuter avec d'autres groupes dits minoritaires, pour se rendre compte que ce n'est pas un problème imaginaire. Ma remise en question a aussi entraîné une reconnexion avec mes identités plurielles et culturelles, vers une appréciation plus juste et apaisante de mes origines, et surtout de mieux connaître mon histoire et de ne pas gober ce que l'on prétend savoir de mon histoire. Se déconstruire n'est jamais facile et peut être douloureux, car on passe par de nombreuses étapes. Et cela nécessite de remettre en question nos idéaux, nos valeurs, et tout est perturbé.
Mais clairement, faut le vouloir dans un premier temps. Il est important de se poser la question, pourquoi faisons-nous tel ou tel choix? Comment choisit-on au quotidien? Pourquoi je décide de mettre un filtre plus clair sur ma photo? Je sais que dans nos communautés, la pilosité est forte chez certaines personnes, et on peut se demander pourquoi je m'épile le duvet du visage, ou pourquoi je m'épile tout court. Pourquoi les filles ont le droit d'utiliser le curcuma dans les soins du visage, mais pas les garçons? Petite info, le curcuma aurait pour propriété d'empêcher la pousse de poils. Enfin, c'est ce que ma mère me disait. Et je sais que mon frère, il avait pas le droit d'utiliser du curcuma parce que il va plus avoir de moustache. Ou alors se poser la question, pourquoi je me retiens de pleurer quand je suis entourée de personnes, et surtout quand je suis un homme. Et en plus, on sait très bien comment les films indiens sont, et ils font grave pleurer. Ou alors, on peut se demander pourquoi je ne dis rien quand on me dit pac-pac. Mettez de côté le motif de l'envie, qui est souvent une réponse quasi automatique et assez feignante, parce que j'ai envie. Bah oui, mais t'as pas que envie en fait. Et réfléchissez aux autres raisons qui vous viennent. Et la peur d'être différent et différente est souvent présente. La peur de ne pas être accepté par les autres, la peur de surgir hors du groupe d'individus, si c'est entre amis par exemple. Autant il est important de se rendre compte du racisme autour de soi pour avancer dans le combat contre celui-ci, mais il est également primordial d'identifier le racisme intériorisé en nous-mêmes. Et là ça pique, parce que je suis en train de dire que nous sommes toutes et tous potentiellement un peu racistes. Aïe. Et c'est le fruit du rejet de votre culture qui est inévitable lorsqu'on la généralise, lorsqu'on l'entache, ou lorsqu'on vous rabâche quotidiennement qu'elle n'a pas sa place. J'ai envie de dire, qui n'est pas raciste, comme qui n'est pas sexiste ou qui n'est pas grossophobe. Et je ne suis certainement pas désolée de vous le dire, mais lorsqu'on souhaite avoir une peau claire, c'est être raciste. C'est-à-dire qu'on dénigre la peau foncée. Les personnes qui soit achètent une teinte bien plus claire en maquillage qu'il ne faudrait, ou les personnes qui mettent des crèmes de la marque Fair & Lovely, qui est très connue dans nos pays, sont aussi racistes. Et en plus, certaines de nos familles ne nous encouragent pas à rester authentiques, vu qu'elles nous poussent également à s'éclaircir la peau avec les crèmes. Ce comportement-là, il est aussi ancré chez nos parents. Eux reproduisent les schémas qu'ils ont connus, et ces comportements n'ont jamais été remis en question, et ils sont considérés aujourd'hui comme une norme. Et ceci est complètement lié à l'époque coloniale, où les idéaux de beauté ont été chamboulés puis imposés. Plus vous êtes blanc, mieux c'est. Et le parallèle, on peut le faire avec le cinéma indien, aujourd'hui qui ne compte essentiellement que des actrices et des acteurs aux peaux claires. Celles et ceux aux peaux foncées sont relégués au second plan. Il y a des exceptions, bien sûr, Rajinikanth, qui est reconnue comme une grande star, mais là se joue une autre dimension, celle du genre, celle de la domination de l'homme sur la femme. Un homme foncé, ça passe, une femme foncée, en tant que star de renommée, bon, j'aimerais bien voir ça, hein. Même si les mentalités commencent à évoluer, on n'en est pas encore là. Si je vous demande vos actrices préférées du cinéma indien, honnêtement, je pense que seulement des actrices à peau claire vous viendront à l'esprit. Et donc le racisme en soi, c'est évident en fait. Quand on consomme en masse les messages que la société nous renvoie. On a toutes et tous bien intégré depuis notre plus jeune âge certains codes pour pouvoir survivre, sans se faire embêter, ou pour ne pas paraître différent et différente. Quand on ne veut plus ou quand on ne veut pas s'habiller de manière traditionnelle pour sortir. Quand on refuse de manger avec les mains au restaurant alors qu'on le fait à la maison. Quand on dit qu'on ne sait pas parler notre langue ou qu'on fait semblant de chercher alors qu'on le parle assez couramment. Quand des personnes sud-asiatiques défendent des personnes qui nous insultent de pac-pac et qui disent « Oh, c'est pour rire », mais on est d'accord que ça n'a jamais été drôle. Alors pourquoi il existe encore des personnes qui acceptent cette insulte, qui trouvent ça drôle? C'est bien parce qu'ils ne veulent pas paraître différents et donc rejetés du groupe. Et ça n'est pas parce que la majorité du groupe en rit que c'est marrant, surtout quand cette majorité n'est pas concernée. Le fait d'abandonner partiellement ou complètement des valeurs de sa propre culture volontairement ou sous la contrainte, et adopter des nouveaux codes, des nouvelles valeurs et des nouvelles pratiques culturelles, ça s'appelle l'assimilation culturelle. Donc le résultat de ce phénomène, c'est bien l'invisibilité, car on vient se conformer à un groupe homogène où l'on ne laisse plus vraiment paraître nos différences.
Alors que les différences font notre force et notre richesse, alors pourquoi continuer de les cacher? Je voudrais conclure avec une autre insulte qui revient souvent. Attention, c'est le mot pundé, prononcé à la française, mais pundé en tamoul. C'est un terme tamoul que les gens non sud-asiatiques utilisent dans ce genre de phrase. Ah, voilà un magasin de pundé. Ou oh, ta famille est pundé. Ce mot est plutôt courant en Île-de-France. En gros, ce mot voudrait représenter des personnes sud-asiatiques. Quand on voit un Indien, on va dire ah voilà un pundé. Et c'est un usage ultra erroné, car ce terme initialement veut tout simplement dire la vulve. Oui, la vulve de la femme. Ce qui le rend encore très tabou aujourd'hui et imprononçable pour beaucoup d'entre nous. Je me souviens qu'une fois, mon frère, il avait entendu ce mot-là à l'école, et il avait demandé à mes parents, c'est quoi le mot pundé? Vous auriez vu la tête de mes parents, qui étaient tous les deux choqués, et c'est là où j'ai compris que c'était quelque chose de choquant, quelque chose de vulgaire apparemment, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Quand j'ai su, moi aussi j'ai été choquée. En fait, c'est qu'en Inde et au Sri Lanka, il est utilisé comme une insulte, autant envers les hommes que les femmes. Donc en fait, on traite les gens de vulves. Mais comme on pourrait comparer avec le mot con, qui lui signifie le vagin. En soi, la vulve ou le vagin, c'est un bout de votre corps, au même titre que votre nez. Mais comme cela touche les parties intimes, et qu'on a beaucoup de mal à parler de choses intimes en général, ça hérisse le poil. Et je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui, qui écarquillent sûrement les yeux en se demandant mais elle a dit le P-word. Enfin, bah oui, je le dis, le mot, c'est rien d'autre qu'une partie anatomique de notre corps, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait se censurer. Donc on arrive à dire le mot con, mais on ne veut pas entendre le mot pundé. Waido. Ça n'a pas de sens. Comme ça n'a pas de sens de ne pas pouvoir prononcer le mot vulve. Bref. Tout ça pour dire que ne pas vouloir reconnaître ce mot et vouloir l'enfouir ne servira pas à ce que le racisme disparaisse. Il faut comprendre l'origine et le sens des mots, et le sens du mot pundé n'a rien de raciste. Il est plutôt sexiste. Même quand on en vient à insulter un homme, on agresse le sexe de la femme. Encore une fois. Donc faites la paix avec ce mot et comprenez qu'il faut arrêter de l'utiliser parce qu'il est sexiste. Comme dans l'idéal, il faudrait arrêter d'utiliser le mot con pour parler de quelque chose de bête. Lorsque vous désignez quelque chose de stupide ou de bête, ça arrive. Ça c'est un autre bail et ça on en reparlera plus tard. Les insultes purement féminines, les insultes qui désignent souvent les mères ou les sœurs et jamais les pères ou les garçons quoi. Bref, vous avez compris. Comme dirait mon ami, dans la saga des Harry Potter, tant qu'ils ne nommaient pas Voldemort, il leur était impossible de le vaincre. À partir du moment où ils ont commencé à le faire, tout est devenu plus clair, et ils ont pu s'organiser dans la lutte. Donc appelons un chat, et n'ayons plus peur des mots. Bon, j'ai sûrement dû toucher quelques cordes sensibles aujourd'hui. Mais je pense que c'est le genre de conversation qui fait bouger les lignes et les mentalités. Et la déconstruction, elle est propre à chacun, à chacune, donc chacun à son rythme. Et l'essentiel, c'est de développer sa capacité d'écoute, d'ouverture, et de comprendre ce qui ne va pas chez soi, tout en étant bienveillant envers soi. Alors on peut comprendre que si nous sommes invisibles aujourd'hui en France, c'est notamment parce qu'on a internalisé un ensemble de problématiques racistes et sexistes, et qui nous empêchent d'avancer et de voir clair autour de nous. Donc voilà les premières pistes que j'ai voulu explorer avec vous, et c'est ainsi que je clôture le premier épisode de Ni ton hindou, ni ton pack-pack. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour le soutien que vous m'avez exprimé sur les réseaux sociaux, et vos messages m'ont fait vraiment plaisir. Vous m'avez toutes et tous rappelé que c'était super ce que je faisais parce que justement on en a besoin de ce genre de plateforme, on a besoin de faire ce genre de travail, donc moi forcément ça me motive et on va ouvrir les vannes. Je voudrais vous donner aussi le fonctionnement de mon podcast pour les prochaines émissions à venir. Ce que je souhaite pour ce podcast, c'est qu'il serve de plateforme d'échange autour des sujets que j'ai évoqués tout au long de cet épisode par exemple. Il y a encore plein de sujets sur lesquels on a des tabous, le système des castes par exemple, la sexualité. Je souhaite initier en fait des conversations intimes et je vous invite vraiment à prendre part aux discussions car je sais qu'on n'en a pas l'habitude, mais créons-nous cette opportunité. Je sais aussi que vous avez envie
que nous avons envie d'entamer ce genre de conversation, donc venons décortiquer collectivement ces problèmes. J'interviewerai des personnes sud-asiatiques qui souhaitent dénoncer les injustices qu'elles vivent, donc soit internes, celles qui ont lieu à la maison, ou externes, celles qui sont liées au contexte français. Quand je dis internes, c'est celles qui sont culturelles, traditionnelles, historiques. Ce podcast est également l'opportunité pour nous de mieux découvrir les histoires de nos pays, à travers des recherches approfondies et avec des personnes concernées. On explorera notamment les mouvements migratoires indiens. Pour pallier au manque de représentation, je voudrais vous mettre en lumière que j'aimerais inviter les personnes, les talents engagés qui expriment aujourd'hui leur activisme ou leur militantisme dans leurs activités au quotidien. Et pour finir, je traite du racisme en France et pour résoudre cette problématique, il nous faudra des concernés et aussi des alliés tout au long, des alliés et eux. Donc vous comprenez que la participation est plus que bienvenue sur ce podcast. Je vous invite donc à me soumettre des sujets, des débats, des questions ou vos avis à l'adresse suivante nthntpp@gmail.com. Le temps des remerciements arrive, je souhaiterais remercier mes amis qui m'ont encouragé à la création de ce podcast, qui se sont autant cassé la tête que moi pour trouver un titre, à Fred Innovation qui m'a fait ce chouette logo, à Moute pour la jolie musique du générique, et je remercie également Jennifer Pademi, Léane qui est derrière le compte Mécréante, et Mélanie Hong du podcast Melting Pot, 3 podcasteuses qui m'ont tout éclairé à leur manière. Il est temps pour moi de vous quitter, de vous laisser réfléchir, de digérer, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui traitera du rôle de nos parents dans notre construction identitaire. Si vous avez apprécié cet épisode, donnez-moi un petit coup de pouce en mettant 5 étoiles sur vos applis de podcast. Comme ça, il deviendra accessible pour un plus grand nombre de personnes. Et si vous n'avez pas apprécié, franchement, dites-moi tout. Je suis ouverte à la discussion. N'oubliez pas que je ne détiens pas de savoir savant. Et surtout, soyez bienveillants. C'est Poula Nevi pour ni ton hindou, ni ton pack-pack.